Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de cette émission, aujourd'hui consacrée au rapport entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La séparation entre les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs, ainsi que leur indépendance, sont consacrés par les différentes constitutions que la République du Tchad s'est dotée. Ces trois pouvoirs se définissent donc par leur rôle à l'égard de la loi. Le champ du pouvoir législatif, par exemple, est celui de l'élaboration et de l'adoption de lois. Le champ du pouvoir exécutif est celui de la mise en exécution de la loi, tandis que le champ du pouvoir judiciaire est celui du respect de l'application de lois. De ce fait, les règles de jeu sont clairement définies pour éviter que l'un des pouvoirs empiète sur les autres. Ce débat est consacré donc à l'exercice de ces pouvoirs au Tchad et aux relations qu'ils entretiennent entre eux. La séparation des pouvoirs est-elle effective au Tchad? Quel rapport existe-t-il entre ces trois pouvoirs? Quel rôle les acteurs de ces pouvoirs jouent dans le cadre de la promotion et la consolidation de l'état des droits au Tchad? Telles sont, entre autres questions, qui seront au centre de ce débat. Eh bien, pour débattre de cette question, nous recevons autour de cette table, d'abord à l'extrême gauche, Monsieur le ministre Mahamat Amat Choukou. Il est juriste, ancien président du Conseil constitutionnel. Il vient pour la seconde fois à ce rendez-vous. Merci, Monsieur le ministre. Je vous en prie. Et juste à côté, nous avons Maître Atanas Mbaye Gangno. Il est avocat au barreau du Tchad et ancien bâtonnier de l'ordre. Merci, Maître. Merci d'avoir accepté d'honorer de votre présence. Je vous remercie à mon retour. Et à ma droite, il n'est pas nouveau parce qu'il était là aussi pour la première fois dans ce rendez-vous. Docteur Adamou Oué, vous êtes ancien chercheur en fac de droit et sciences politiques de N'Djamena. Merci d'être là aussi. Merci. Alors, quel est le fondement juridique du principe de la séparation du pouvoir? La question est posée à l'ancien président du Conseil constitutionnel. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez en ce moment précis, à l'orée d'un événement très important pour notre pays, d'un événement, j'allais dire, d'une grande rencontre capitale pour l'avenir de notre pays, de nous donner l'occasion de débattre de ce thème qui est un thème important. Mais avant de venir sur le cas de notre pays, permettez-nous donc, vous l'avez survolé, mais de dire d'abord ce que c'est que le principe de séparation du pouvoir et ce principe concerne quel type de régime. Vous l'avez dit, le principe de séparation du pouvoir est un principe des droits publics selon lesquels les trois pouvoirs doivent être séparés. Et au point de vue théorie, c'est vers le 16e que John Locke, l'anglais, et après au 18e Montesquieu, qui ont mis en valeur ce principe de séparation du pouvoir en insistant sur le fait que ce principe doit être l'axe cardinal de toute démocratie, l'acte cardinal de tout régime voulant protéger les droits des citoyens. Ce principe concerne les démocraties représentatives. Dans les autres types d'États, qui sont les États, les dictatures, il n'y a pas une réelle séparation du pouvoir. Il y a beaucoup plutôt une concentration de pouvoir. C'est ce qui fait la différence entre les régimes des dictatures et la démocratie représentative. Oui, quand vous parlez de concentration du pouvoir, c'est entre les mains de l'exécutif. Oui. Souvent au profit de l'exécutif d'une manière ou d'une autre. Soit de manière claire dans un régime de monarchie, c'est tracé, c'est clair, tout est concentré aux mains de l'exécutif, soit par d'autres subterfuges dans certains régimes, créant une confusion de pouvoir et souvent au profit de l'exécutif. Mais dans les démocraties représentatives, qui peuvent elles-mêmes revêtir deux formes, nous allons venir tout à l'heure au détail de la forme de l'État. Dans les démocraties représentatives, cette séparation de pouvoir peut se concevoir dans un régime parlementaire où il y a collaboration de différents pouvoirs
ou dans un régime présidentiel où il y a une séparation des trois pouvoirs. Donc la mise en œuvre du principe, les mécanismes de jeu entre les trois pouvoirs peut varier donc et varie quand on se trouve dans un régime parlementaire, je répète, où il y a collaboration, ou dans un régime présidentiel où on a une séparation des pouvoirs. Mais la pratique dans les deux cas veut que, même dans le régime de séparation rigide des pouvoirs, la pratique amène les différents pouvoirs à un minimum, à une souplesse qui les amène à collaborer. Oui. Donc, oui. Oui, pour aller un peu vite dans le sujet, et là, on est resté un peu sur la généralité. Oui, oui. Et revenons chez nous. Nous sommes dans quel régime? Depuis l'indépendance du Tchad jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est le régime présidentiel, le régime totalitaire? Qu'est-ce qui a marqué disons, le pouvoir du Tchad de 1960 jusqu'à aujourd'hui? Et quels sont les fondements juridiques de la séparation du pouvoir au Tchad? Là, il y a une question à dévoiler. Si nous devons faire un peu l'historique de différents types de régimes que nous avons connus au Tchad, c'est-à-dire différents types de constitutions qui ont régi notre pays, il nous faudra beaucoup plus de temps qu'une simple émission d'une trentaine de minutes. Je voudrais simplement dire que nous avons expérimenté un peu les deux et nous nous sommes retrouvés à la fin avec un régime de confusion de pouvoir. Il faut sauter le pas et dire la réalité. Si vous voulez me poser la question par rapport aux dernières constitutions que nous avons eues, celle de 96 était très bonne. Et celle de 2010, elle faisait une séparation nette de pouvoirs. Le judiciaire ayant ses compétences bien précises et qui devaient être appliquées par des organes bien précis. Dans ce cadre-là, on avait un conseil constitutionnel, on avait la Cour suprême qui avait des chambres, une chambre administrative qui, avec le temps, devait être également élevée au niveau d'un conseil d'État, qui devait être une structure autonome de la Cour suprême qui est judiciaire. Donc ça, c'est notre évolution par rapport à l'aspect purement judiciaire. L'aspect exécutif, on a toujours eu un gouvernement, pas toujours, deux fois un gouvernement formé, un président et un gouvernement sans premier ministre, et depuis quelque temps, un président et un premier ministre. La séparation dans la Constitution de 1996 est claire. Mais est-ce qu'on s'est donné la peine, est-ce qu'on a pris le temps de mettre en œuvre cette Constitution? Le problème est dans la mise en œuvre. Et arriver les autres constitutions, les modifications, à la suite des deux forats que nous avons connus. On a inventé un régime qu'on a dit un régime présidentiel intégral. Moi, je n'ai pas vu ces termes-là en cherchant un peu dans la documentation qui était à ma disposition. Je n'ai pas vu ce que ça voulait dire. Et on a abouti à renforcer l'exécutif au détriment de deux autres pouvoirs. Et dans les textes qui donnent une suprématie à l'exécutif, on ne peut pas dire qu'on était dans un régime parlementaire, on ne peut pas dire non plus qu'on était dans un régime présidentiel. On ne peut pas dire présidentiel, même si d'aucuns ont dit un régime présidentiel intégral. Dans un régime présidentiel, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Et dans notre constitution modifiée au deuxième forum, on avait donné cette possibilité-là au président de dissoudre l'Assemblée. Donc, on n'est pas dans un régime présidentiel. C'était un régime qu'on a un peu taillé sur mesure, qu'on a mis en place. Oui. Maître Atanas, vous êtes parfaitement d'accord avec Monsieur le ministre sur le fait que la dernière constitution a été taillée sur mesure et que la séparation du pouvoir semble être un peu confuse? Bien évidemment, en boitant le pas à M. Amatchoukou, excusez-moi, la dernière constitution a été taillée sur mesure et est venue mettre en mal le principe de la séparation du pouvoir. Le principe de la séparation du pouvoir, qui est un corollaire cardinal de tout système démocratique. Et il a bien fait de rappeler,
en citant les précurseurs de ce principe, John Locke et le dernier en date, Montesquieu, pour qui il faudrait bien que le pouvoir arrête le pouvoir, sans quoi celui qui le détient intégralement, s'il faut revenir au propos, sinon au terme repris dans la dernière constitution, est tenté d'en abuser. Alors, je suis tout à fait d'accord avec son analyse de la dernière constitution qui nous a valu tous les problèmes qui nous ont conduits à ce jour. Et Dieu merci, il a bien fait de le rappeler, pointe à l'horizon le dialogue national inclusif qui nous amènera à revoir de fond en comble tous les systèmes antérieurs, quels sont leurs avantages, quelles sont leurs faiblesses, de sorte à pouvoir nous amener à tirer le meilleur parti et refonder notre nation. Oui. Voilà un peu. Merci, Maître Atanas. Docteur Adamou, tout en vous donnant la possibilité de rebondir sur ce qu'ils ont abordé, est-ce que vous pouvez nous situer déjà, parce que Maître Atanas l'a déjà relevé, quels sont les avantages et les limites de ce principe de séparation du pouvoir? Merci. Je pense que les avantages de la séparation des pouvoirs, comme on le dit, en réalité, les pouvoirs ne sont pas séparés. Les pouvoirs sont divisés, ils sont distingués. Distingués en ce sens que... Chaque pouvoir joue sa partition. Effectivement. Pour l'harmonie. Oui, donc on va parler de la technique fonctionnelle, ou encore la séparation fonctionnelle, et la technique organique, ou la séparation organique. Les avantages, c'est que ça permet à chaque pouvoir, qui sont les trois, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, de faire en ce qui le concerne le travail qui lui est confié par le législateur ou encore par le peuple souverain. Nous avons une constitution qui définit, qui organise ces pouvoirs, qui dit que l'exécutif de mettre en place un programme politique et de pouvoir être à mesure de mobiliser les fonds, de mobiliser les moyens, les ressources humaines, matérielles, pour pouvoir les exécuter, et le pouvoir législatif, qui est celui de faire les lois, se consacrera de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et de le censurer au besoin. Et en même temps, le pouvoir judiciaire, qui est celui censé de trancher les litiges qui opposeraient les deux institutions et en même temps de trancher les litiges entre les citoyens. Cet avantage, il est très important parce que nous sommes dans un monde, quand nous parlons de la séparation des pouvoirs, nous parlons beaucoup plus des régimes libéraux. Parce qu'il y a aussi des régimes de confusion de pouvoir absolu et relatif. On peut avoir un régime libéral, mais avoir des confusions de pouvoir, mais relatives, fondées sur une constitution. Et finalement, ça me ramène donc à dire que vous avez posé la question au ministre de savoir si le Tchad a connu combien de régimes. Nous en avons connu au moins 3, si vous voulez. Oui. La première, c'était le régime parlementaire au début de l'indépendance. Le régime parlementaire du type moniste, parce que nous avons un président de la République qui est en même temps un Premier ministre, même si on peut dire que dualiste, parce que le président joue le rôle du Premier ministre. Oui. Et de 1970 à 1975, avec la dictature, avec le coup d'État militaire, nous entrons dans un régime de confusion de pouvoir. Parce que... Il n'y en avait pas l'Assemblée. Hein? Non, il n'y en avait plus. Donc c'est une confusion absolue de pouvoir. Absolue de pouvoir parce que, effectivement, la logique qui voudrait que celui qui fait les lois doit faire les lois, celui qui les exécute doit exécuter, et celui qui tranche doit trancher. Mais de ce point de vue, le pouvoir est concentré effectivement entre les mains d'un seul, qui décide tout. Et de 1975 à 1990, nous avons connu ce régime de confusion de pouvoir absolu, avec la dictature du Sénabré. Oui, même en 1989, avec l'élection des députés, des parlements. Oui, mais l'élection des députés... Est-ce que le pouvoir n'était pas déjà... il n'existait pas un pouvoir législatif? Oui, le pouvoir législatif existe, mais c'est ça ce qu'on appelle le régime totalitaire. Totalitaire parce que le souverain qui est en place, il met un mécanisme qu'il maîtrise lui-même.
Il maîtrise la conscience des gens, il maîtrise la conscience de ses pouvoirs, et d'ailleurs même ça n'a pas eu le temps. 1989, ce n'était que 3 mois que ce régime, cette constitution de 1989 avait été exécutée. Ça fait 3 mois. Mais après cela, nous sommes entrés, le pouvoir était renversé. Nous sommes entrés donc véritablement en 1996 avec la constitution qui met en place un régime parlementaire du type dualiste, parce que le président de la République était le chef de l'exécutif. Le président de la République, il avait le Premier ministre qui était donc chargé de l'exécution des programmes politiques de l'État. Il était comptable devant le Parlement. C'est-à-dire que la responsabilité du Premier ministre, du gouvernement, était démise parce qu'il y avait la censure. Mais maintenant, quand le ministre Choukou parle de 2018, parce que nous sommes entrés dans un régime qui n'existe pas. Dans le cours du droit constitutionnel que nous connaissons, que nous enseignons, il n'y a pas ce régime de type présidentiel intégral. Ça, c'est ce qu'on appellerait confusion relative, un régime de confusion relative des pouvoirs, parce qu'il y a quand même, le législatif qui est censé contrôler l'exécution, les actions du gouvernement. Mais quand vous contrôlez une action et que vous n'avez pas la possibilité de censurer, où est donc la responsabilité du gouvernement devant le Parlement? C'est une responsabilité théorique, mais le moyen efficace qui est celui de la censure ne l'est pas. Donc ça fait du coup, ça fait entorse donc au régime présidentiel connu, qui est celui de pouvoir être rigide dans le sens de la distinction ou dans le sens des fonctions. Mais là déjà le président de la République lui seul fait tout. Pour sortir 5 millions, il faut qu'il le dise. Ah ben oui. Et donc du coup ça fait du tort au principe de séparation des pouvoirs. Donc je disais que nous avons connu ces trois, parce qu'il y a le régime parlementaire, le régime de confusion absolue du pouvoir avec tout le reste que vous connaissez, et ce régime qui n'existe pas, donc ça fait le troisième. Alors, monsieur le ministre, on va rester dans ce contexte de 1996, où il y a eu les premières élections démocratiques pour mettre en place le Parlement, et il y avait le Premier ministre qui était là avec le président de la République. Et est-ce que la séparation du pouvoir était respectée en pratique de 1996 à 2018? En pratique, parce que nous avions les meilleurs textes. La Constitution de 1996, pour n'importe quel juriste qui prend le temps de bien décortiquer le contenu, de le comparer à d'autres constitutions, s'il est de bonne foi, il dira que c'était une très bonne constitution pour notre pays. Mais la pratique a fait que, comme le disait le docteur Adamou, il y a eu beaucoup de confusion, et toute cette confusion-là a profité à un des trois pouvoirs. Qui est le pouvoir exécutif. Qui est l'exécutif. Donc cette confusion de pouvoir a fait que la pratique était différente de ce qui était dans nos textes. Et nous nous sommes petit à petit, chemin faisant, écartés de notre constitution. On a commencé à faire des textes qui, des fois, sont de façon flagrante contre la Constitution. Et on a fait croire à l'exécutif que c'était ça qu'il fallait faire. Nous nous sommes écartés donc de cette Constitution, et au bout de compte, on est arrivé à une confusion de pouvoir telle qu'il y avait une contradiction flagrante entre la pratique et notre Constitution. Mais qui fait la loi? Est-ce que c'est l'exécutif qui force la main au judiciaire? Ou bien la loi, comme il l'a dit, est faite par le Parlement, qui est le peuple. Le Parlement fait la loi. Mais regardez, si le Parlement est contrôlé par l'exécutif, si le Parlement a une majorité acquise à la cause de l'exécutif, est-ce que cela ne peut pas empiéter, du moins cela ne peut pas fausser déjà les données, quoi? Vous avez répondu à la question vous-même. Vous avez répondu, cette majorité mécanique faisait que le Parlement était à la disposition de l'exécutif qui faisait passer tout ce qui lui plaisait. Il y avait une façon mécanique, que l'opposition parle, que l'opposition sorte de la salle, que l'opposition crie. Il y a une majorité mécanique qui faisait que tout ce que l'exécutif proposait passait à l'Assemblée. Et petit à petit, on s'est écarté de la Constitution, et ce qui était à la manœuvre, on dit non, on s'est tellement écarté de la Constitution qu'il faut maintenant une autre Constitution. C'est comme ça qu'on est arrivé au premier forum, au deuxième forum,
pour sortir avec des textes, docteur l'a dit, avec une constitution qui dit qu'on est tous un régime présidentiel intégral, ce qui pour le juriste n'existe pas. On n'a pas vu dans la théorie, dans la typologie des différents régimes, un régime présidentiel de type intégral. Je me rappelle très bien, j'étais à la conférence, un soi-disant grand juriste, politologue. Est-ce que ce n'est pas une innovation? Politologue et tout ce que vous voulez. C'est pas ici qu'on va se réunir pour innover le droit. Ça peut faire jurisprudence. On a parlé du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, de John Locke au XVIIe siècle et de Montesquieu au XVIIIe siècle. C'est depuis ces siècles-là que la séparation de pouvoir a été mise en place en théorie. Le principe a été mis en place et appliqué depuis lors. Ce n'est pas ici qu'on va se réunir pour dire non, c'est pas ça, il faut inventer une autre. Peut-être qu'il faut donc l'adapter à la réalité tchadienne. Maintenant, il faut l'habiller. Pour l'habiller, on a ajouté le terme intégral. Mais ni le régime présidentiel tout court, ni le régime présidentiel soi-disant intégral ne permettent au président de la République, au chef de l'exécutif, de dissoudre l'Assemblée. Dès qu'on fait ça, on n'est pas dans un régime présidentiel. Ça, c'est le b.a.-ba du droit constitutionnel. Donc on s'est écarté de cette constitution. Et le principe du dualisme a été supprimé avec la primature. Oui. Et au deuxième ou au premier forum, je ne sais pas, les gens ont dit non, comme c'est intégral, il n'y a même pas de Premier ministre maintenant, il faut que le président, lui seul, joue les deux rôles. On a tenté cela, mais avant d'arriver à la fin, on a vu les limites de cela. Un seul homme ne peut pas tout gérer. Si c'était si facile que ça, ceux qui, depuis le 16e et le 17e siècle, ont pensé à la séparation de pouvoir, auraient dit non, laissez la séparation de pouvoir et continuer avec les monarchies. Ce n'est que dans les monarchies qu'une personne, même les monarques des siècles passés, étaient entourés de conseillers, étaient entourés de notables, étaient entourés de conseils, qui, des fois, faisaient le chèque et balance, comme on dit, de ce que le roi décidait, pour lui dire non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais si une seule personne pouvait diriger un pays sans avoir besoin d'un autre pouvoir législatif à côté ou d'un judiciaire à côté, parce que le judiciaire était également entre les mains de l'exécutif. Oui, pourquoi alors le judiciaire doit être maîtrisé par l'exécutif? Parce que les gens qui sont nommés, les gens qui sont choisis pour faire la loi appartiennent à l'exécutif. Pourquoi le judiciaire ne peut pas faire le contrepoids réellement ici au Tchad? Pourquoi, quand on prend une décision, quand on impose, quand l'Assemblée vote une loi, le judiciaire ne peut pas réagir? Parce qu'il doit veiller à ce que la loi soit conforme au principe de la démocratie et à l'état des droits. Le judiciaire, nous sommes d'accord que par principe constitutionnel est indépendant. Mais dans la pratique, puisque vous aviez tantôt évoqué la pratique, le judiciaire fait face à d'énormes défis, à d'énormes difficultés. Et pourtant, les textes sont là. Les textes sont là, c'est vrai. Il y a eu des états généraux. Les états généraux ont permis d'améliorer beaucoup de choses dans le système judiciaire. Malheureusement, nous constatons toujours que le judiciaire bute à des difficultés dans la mise en œuvre des lois qui sont votées par le législatif, et là, par la faute de l'exécutif, qui voudrait bien avoir un œil dans le fonctionnement du système judiciaire à travers les immixtions dans le cours des décisions rendues, les immixtions dans l'exécution des décisions qui sont rendues, et ça fait que le judiciaire a du mal à s'affirmer dans la bonne application, dans la bonne distribution de la justice. Et là, des pistes de réflexion sont à explorer pour voir dans quelle mesure il faut sortir de ce bourbier-là. Oui. Docteur Adamou, quand on arrive à un état hybride en 2018, demain, est-ce qu'on ne peut pas accuser le judiciaire? Alors, vous savez que la Constitution qui détermine le fonctionnement et organise l'État est éminemment politique. Parce que ce n'est pas le judiciaire qui propose,
il y a l'émanation de la loi appartient concurremment au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Oui, le projet de loi... Voilà. Si c'est un projet de loi, ça émane du gouvernement. Oui. Si c'est une proposition de loi, ça émane de l'Assemblée nationale. Dans les deux cas, le pouvoir judiciaire n'a qu'un rôle à donner. En amont, ce n'est rien d'autre qu'un avis juridique sur le projet de loi ou sur la proposition de loi pour vérifier sa constitutionnalité, sa conformité, d'accord, au texte de la République. Est-ce que ce projet de loi est-il conforme à l'esprit de la séparation de pouvoir? Est-il conforme à l'esprit de la protection des libertés et des droits des citoyens? Est-il conforme à la définition même de la démocratie? Si oui, mais qu'est-ce que le Conseil constitutionnel ou encore la Chambre constitutionnelle actuellement peut faire? Elle ne peut que donner son avis. Et son avis est un avis de conformité à la Constitution si la loi est conforme. Auquel cas, elle dit, vous avez le président du Conseil constitutionnel qui est là, qui a vécu la pratique, il dit simplement si la loi est conforme ou elle n'est pas conforme, à quel niveau il faut la rectifier, il faut la corriger. Et le gouvernement envoie, si c'est un projet de loi, il envoie à l'Assemblée nationale qui fera que voter. Le juge constitutionnel ne peut pas dire au gouvernement de ne pas faire la loi. Le juge constitutionnel est là pour vérifier si cette loi est conforme à la Constitution. Il ne peut pas être comptable du reste. Il n'est comptable que de la conformité. C'est ça son travail. Vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Si elle est conforme, le gouvernement envoie la loi à l'Assemblée nationale qui est donc censée, chargée de voter la loi. Et l'exécution de cette loi appartient en même temps à l'exécutif. Donc, on ne peut pas accuser le pouvoir judiciaire d'être complice ou de ne pas l'être. Mais il peut être accusé lorsque lui-même il accepte de faire voter une loi qui est inconstitutionnelle. De ce point de vue, on peut indexer que le pouvoir judiciaire est le conseil du gouvernement et le conseil de l'Assemblée nationale. Lorsque c'est un projet de loi, le pouvoir judiciaire, à travers le Conseil constitutionnel ou encore la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême actuelle, est le conseil. C'est elle qui dit que non, telle loi n'est pas bonne pour la République parce qu'elle créerait un conflit entre les citoyens ou encore elle créerait un conflit entre les institutions. Mais si elle tait ces erreurs-là, au moins on peut la rendre comptable. Mais la deuxième chose à faire, c'est à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui doivent analyser, examiner le projet ou la proposition de loi. C'est à eux de vérifier les errements, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais si cette loi est passée et que malgré tout, il y a des erreurs, en ce moment on peut rendre comptable toutes ces trois institutions parce que la loi ne peut pas être faite par l'exécutif tout seul, par l'Assemblée nationale tout seul. C'est aussi la responsabilité du pouvoir judiciaire. Oui. Monsieur le ministre, vous en tant qu'ancien président président du Conseil constitutionnel, est-ce que vous avez eu à émettre des avis sur certains projets ou propositions de loi qui vous sont parvenus et quelle a été la suite qu'on a donnée à vos avis? Il est vrai que le rôle du Conseil constitutionnel est pratiquement à 2 ou 3 niveaux. En amont, c'est à la Cour suprême qu'on demandait un avis de conformité. Et pour certaines lois, les lois organiques, il y a obligation de les envoyer au Conseil constitutionnel pour son avis. Pour les autres, il n'y a pas obligation formelle. Donc pour les lois organiques, il y a une obligation. Elle ne peut pas. Alors pour situer peut-être les téléspectateurs, les auditeurs, c'est quoi les lois organiques, juste en quelques mots? Bon, il y a un peu dans la théorie une hiérarchie des normes. Au niveau de la hiérarchie, nous avons la Constitution, qui est la norme suprême, et nous avons les lois organiques qui viennent compléter ou préciser certaines dispositions de la Constitution, et nous avons les lois ordinaires. Donc, quand on regarde la forme, quand on regarde la procédure, la loi organique a plus de valeur, a plus de force que la loi ordinaire, puisque il y a l'obligation de l'avis du Conseil constitutionnel avant sa promulgation, ce qui ne l'est pas pour la loi ordinaire. Donc il y a dans cette hiérarchie des normes-là, la loi organique complète la Constitution ou précise certaines dispositions de la Constitution. Donc vous avez eu à émettre des avis sur
des décisions en rapport avec les lois organiques? Si, nous avons eu, le Conseil a eu à se prononcer sur les différents types d'actes qui sont les lois ordinaires et les lois organiques. Et le Conseil n'a pas pour rôle que de se prononcer sur les lois. Le Conseil a également d'autres rôles dans le domaine du contentieux électoral, dans le domaine également de la question préjudicielle au niveau des tribunaux et autres. Donc nous avons eu à nous prononcer pour répondre à votre question, à certaines interrogations sur les lois. Alors, est-ce qu'il ne vous arrivait pas parfois de subir des pressions de la part de l'exécutif? Et devant cette situation, qu'est-ce que vous faites? À dire vrai, et peut-être que beaucoup ne croiront pas, mais quand j'étais président du Conseil constitutionnel, je n'ai pas subi de pression sur telle ou telle décision à prendre au niveau du Conseil. Oui. Et docteur, oui, pour compléter le ministre par rapport à l'avis, je pense que tout projet de loi ou toute proposition de loi ne peut être votée à l'Assemblée nationale que lorsqu'elle est suivie d'un avis de la Chambre administrative ou encore ça, c'est au niveau de la Cour suprême. De la Cour suprême. Absolument. Oui. Ça, absolument. Donc, pour parler de la part de la responsabilité du pouvoir judiciaire dans les lois que nous mettons en place, que l'Assemblée nationale adopte. Oui. Oui. Alors, nous allons évoluer. Quel est l'état, du moins la situation actuelle de l'état de droit au Tchad? Hein? On va essayer de faire un peu la situation de l'état de droit au Tchad, finalement, en dépit de ce que nous avons relevé comme entorse en 2018. Quel est l'état de lieu qu'on pourra faire de l'état de droit au Tchad? Nous claironnons toujours que le Tchad est résolument ancré dans un état de droit. Donc le Tchad a opté pour la constitution d'un état de droit à travers les différents textes constitutionnels et à travers les différentes lois qui sont mises en place. Mais la réalité est tout autre. Dans la mise en œuvre, dans le respect des textes qui régissent la vie de la nation. C'est pourquoi vous entendez souvent des dénonciations qui fusent de toutes parts, liées aux violations des droits humains que nous sommes censés protéger à travers ces textes et à travers la justice. Je crois qu'il y a encore du travail à faire pour amener l'État à se renforcer dans sa constitution de cet état de droit que nous voulons de tous nos cœurs. La même question est posée à Dr Adamo avant d'arriver au ministre qui va tirer la conclusion sur cette question. Allez-y. Oui, l'état de droit, comme on l'avait dit, que c'est un état fondé sur la loi. Maître Atanas l'a dit, que nous avons la constitution, les lois ordinaires et les lois organiques qui, n'est-ce pas, affirment que nous sommes dans un état de droit. Mais votre question renvoie beaucoup plus à la pratique de cet État. Exactement. La pratique, c'est que c'est vrai que l'État de droit, c'est un État fondé sur la Constitution, mais aussi, il faut respecter ces constitutions dans le cadre de la protection de la liberté, des libertés fondamentales des citoyens, et alors, en même temps aussi dans l'application et l'exécution de ces droits. Il faut l'appliquer tel qu'il. Mais comme vous savez que le droit n'est qu'une théorie, c'est un papier comme on le dit, mais maintenant, pour pouvoir l'exécuter à la lettre, c'est tout un problème. Parce que les citoyens ou bien les individus qui sont censés appliquer la loi, parfois sont ceux qui ne le connaissent pas dans notre pays. Parce que pour pouvoir l'appliquer, il faut le connaître. Mais vous n'avez pas les capacités de le connaître. Vous n'avez jamais lu même un arrêté, ni un texte. Vous n'êtes pas à mesure de lire un texte. Et comment vous allez l'appliquer? Vous ne le connaissez pas. Vous l'appliquez comment? Vous avez des administrateurs qui donc... qui sont affectés, dans différentes circonscriptions, qui ne savent pas ce que c'est l'administration, qui ne savent pas ce que c'est le droit. Mais comment vous voulez que cet état de droit s'affirme? Il ne peut s'affirmer qu'à travers de ceux qui savent lire, qui savent écrire. Vous avez des policiers qui sont dans les recoins de la République. Mais un policier, c'est celui-là qui doit appliquer la loi en premier. Mais déjà, il ne connaît pas ce que c'est la loi. Ce qu'on lui a dit, c'est ça qu'il applique. Il ne cherche pas à savoir comment ça fonctionne. Il ne le sait pas. L'administrateur ne le sait pas. Et alors, comment nous allons donc appliquer cet droit? On ne le déclare pas.
il faut l'appliquer, il faut le pratiquer. Et le pratiquer, c'est avec ceux qui connaissent ce que c'est la loi, c'est-à-dire ceux qui savent lire et écrire. Mais vous ne savez pas lire et écrire, on vous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment vous allez comprendre alors même que vous ne savez pas lire? Donc là, voilà la difficulté. Sinon, en théorie, l'état de droit ne peut pas être effacé. L'état de droit existe depuis 1960 et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est sa pratique qui pose, son application qui pose problème. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas la loi. Ils ne connaissent pas la loi, ils ne savent même pas lire ni écrire leur nom. On ne peut pas l'appliquer. Oui, monsieur le ministre. Oui, je crois que tout a été dit, sauf s'il faut le répéter. Un état de droit, c'est un état qui protège les citoyens contre les abus du pouvoir. Sans être long, je veux simplement dire que nous avons les meilleurs textes. Si cela veut dire être un état de droit, nous avons les bons textes. Mais est-ce que l'État, est-ce que le pouvoir public protège les citoyens contre les abus? Quand on parle d'abus, on ne parle pas seulement des abus à haut niveau. Quand on parle abus de pouvoir, les gens voient déjà le haut niveau. Non, au niveau du policier qui est dans la rue, il abuse lui aussi de son pouvoir. Et le docteur l'a bien dit, on a des responsables qui sont nommés, à qui on ne peut pas demander d'appliquer la loi parce qu'ils ne le savent pas. Donc, il y a deux vitesses. Si on veut dire que nous sommes un état de droit, nous le sommes puisque nous avons de bons textes, mais dans l'application, il faut protéger les citoyens contre les abus du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas une personne. Le pouvoir, on a dit, en gros, on en a trois, et une parcelle du pouvoir exécutif est détenue par tous ceux qui ont cette possibilité-là, à aller jusqu'au niveau du petit douanier, au niveau du policier. Ils ont les attributs de la puissance publique. Et si ceux-là ne savent pas ce que c'est que leur attribution, ils vont mal exercer leur métier. Et là, il n'y a pas protection du citoyen par le pouvoir public. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Oui. Et je veux compléter le ministre en disant que la loi, ici on a un problème. Au Tchad, on pense que toutes les lois doivent avoir absolument un décret d'application. Quand on veut, la loi même déjà dans ses dispositions permet qu'on l'applique directement. On n'a pas besoin d'attendre un décret d'application pour dire que non, il n'y a pas de décret d'application, on ne peut pas appliquer la loi, non. Mais c'est à vous, dans certaines de ces dispositions, d'édifier ceux qui pensent qu'il faut absolument... Mais il faut les édifier comment? C'est à travers la formation, c'est à travers les séminaires, comment on appelle, les ateliers de formation que les ministères doivent initier pour former des personnes. Mais on ne peut pas former quelqu'un qui n'a jamais eu, qui n'a jamais été en rapport avec un papier. Oui, oui, monsieur le ministre. C'est la mauvaise gestion des ressources humaines qui est à l'origine de tout ça. Si on permettait à ceux qui sont formés pour un métier précis de l'exercer, nous aurions moins d'abus. Alors, on a fait, il y a quelques mots qui sont sortis. La mauvaise gestion des ressources humaines. Nous avons parlé aussi de l'ignorance. Mais on pourrait parler aussi de la corruption. On peut parler de la corruption. La corruption à tous les échelons de l'administration, et là, au niveau judiciaire, c'est encore lamentable. Oui, et surtout, quelle est la part des responsabilités des magistrats, des juges, ou encore des avocats, ou encore, je peux citer, des auxiliaires de justice? Tous les acteurs sont impliqués dans ce phénomène, s'il faut être sincère, s'il faut être honnête. Il faut aussi reconnaître que nous avons des bons magistrats qui sont là. Mais il faut aussi reconnaître que le justiciable a une grande part des responsabilités dans le phénomène de la corruption. Parce que le juge ne vient pas vers un justiciable pour lui quémander son dossier, viens vers moi, je vais te traiter ton affaire et paye-moi tant. On n'a jamais vu ça. C'est le justiciable qui prend l'initiative de venir vers le juge et le corrompre pour tenter de le corrompre. Et là, nous avons eu affaire à des magistrats qui sont d'une certaine intégrité, qui ont toujours résisté. Malheureusement, il y en a qui ne résistent pas à la tentation. Et là, comme je l'ai dit tantôt, tous les acteurs sont impliqués. Je n'épargnerai pas les avocats parce que je suis avocat. Je n'épargnerai pas les huissiers de justice qui sont dans la chaîne de l'exécution des décisions de justice. Je n'épargnerai pas les notaires dans l'établissement des faux actes qui portent préjudice
aux citoyens lambda. Le combat mérite d'être mené par tout le monde. Alors là, vous avez commencé déjà par apporter quelques éléments de réponse, des solutions. Oui, monsieur le ministre. Oui, par rapport à la corruption dans les milieux judiciaires, Maître est beaucoup mieux placé que moi, mais en tant que justiciable, nous avons tous des fois eu affaire d'une manière ou d'une autre à la justice. Le problème de corruption, il est très varié, comme il l'a dit, et quand il y a corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Mais si ne voyons pas seulement le justiciable corrupteur, tout simplement. L'élément central, ce n'est pas celui-là. Lui, il est en procès, il a de gros intérêts peut-être en jeu, il veut gagner son procès. Oui. Il n'a pas une autre responsabilité que de voir ses intérêts à lui. Oui. Alors il que, veut donc gagner ça par tous les moyens. Par tous les moyens. Trafic d'influence, achat et tout ce que vous voulez. Mais en face, celui qui est en face, lui, il est un agent de l'État. Et il doit dire le droit. Il doit dire le droit. Et lui, il a l'obligation de ne pas accepter ce qu'on lui donne. Moi, si je dois dire, parmi le corrompu et le corrupteur, dans ce milieu-là, à qui on doit faire la plus grande reproche, moi je dirais au juge. Si sur, je ne sais pas, une vingtaine de juges, il y a 10 ou 8 qui disent non, moi je ne prends pas ton argent, moi je juge, je tranche, selon les dispositions de la loi et selon notre âme et conscience, comme ils disent, la corruption va se baisser. Il est vrai qu'il y a de très bons magistrats, mais est-ce que ces bons magistrats-là sont responsabilisés? Est-ce que ces bons magistrats-là sont mis à contribution? Il y a aussi cela. Peut-être qu'on a mis Est-ce qu'il n'y a pas de réseau quelque part? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de réseau quelque part? Donc, il y a la corruption, mais ce n'est pas simplement le corrupteur qu'il faut accuser. Il faut accuser également celui qui prend. Alors, le temps nous prend déjà à la gorge. Il voulait Maître Athanas. Ça pose donc le principe de la séparation des pouvoirs, comme l'a dit le ministre. Des bons magistrats, ils sont là, mais on ne les responsabilise pas, simplement parce que au niveau de l'exécutif, un groupe de pression, un lobby qui manipule la nomination des magistrats à qui certaines causes. Ouais. Est-ce que vous constatez qu'il y a déjà une petite amélioration depuis qu'il y a eu changement pendant cette période de transition? Vous avez constaté un petit changement? Non, je vais laisser Maître répondre. Oui. Mais quel changement vous voulez? Les textes sont restés les mêmes. Oui, mais et la pratique est restée la même. Est-ce que les nominations, les dernières nominations par exemple? Bon, moi je ne me prononcerai pas sur les dernières nominations. Oui. Mais au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'exécutif qui est à la tête de ce conseil-là. Comment voulez-vous que ceux qui sont désignés par l'exécutif peuvent, j'allais dire, soit indépendants? Bon, merci de m'avoir complété. Merci de m'avoir complété. Est-ce que vous voyez le bout du tunnel? Il y a un petit changement dans les nominations, par exemple. On a choisi les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut? Pour être sincère avec moi-même, le dernier décret de nomination des magistrats a emporté l'adhésion de la majorité du système judiciaire. Voilà. Beaucoup ont apprécié cela. Merci. Nous allons donc nous cheminer vers la conclusion de cette émission. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture officielle du dialogue national. Et on va avec quelques propositions pour améliorer, afin que nous puissions rétablir cet état des droits. On a toujours affirmé que ça existait et ça existera. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais maintenant, en quelques mots. Mais maintenant il faut l'appliquer. Il faut donc nommer des personnes. D'ailleurs, c'est ce que les gens veulent. Il faut nommer des cadres compétents qui ont une capacité de gérer l'administration, de gérer toutes sortes de responsabilités qu'on leur confierait. Il faut peut-être reconforter aussi le pouvoir exécutif qui aujourd'hui a déjà, on a restauré la primature. Pour faire fonctionner un État, on n'a pas simplement besoin d'un seul pouvoir, on a besoin que tous ces trois pouvoirs soient des pouvoirs compétents au travers de leurs ressources humaines. C'est la question de la gestion des ressources humaines qu'il faut mettre au devant.
Nous devons donc nommer des personnes. On n'a pas dit qu'il ne faut pas nommer les parents, mais que les parents soient des gens compétents, qui soient capables de pouvoir affirmer, de s'affirmer et de pouvoir faire le travail pour lequel ils sont payés. On ne doit pas, n'est-ce pas, gagner l'argent de l'État pour rien. Il faut donc travailler. Et sur la question de la corruption, elle est collective, mais la responsabilité incombe donc à la dernière personne qui prendrait la décision. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cet argent. On ne vous force pas les mains d'accepter de l'argent. On ne vous force pas les mains de signer pour eux, de prendre des décisions qui vont dans le sens qu'ils veulent. Soit un citoyen honnête, nous tendons vers le dialogue. Le dialogue, c'est de l'honnêteté que nous voudrions pour un Tchad de demain. Un Tchad honnête, un Tchad avec des citoyens honnêtes qui doivent travailler honnêtement pour gagner leur argent et qui doivent être capables de permettre à ces pays d'aller de l'avant. Et cette capacité, c'est dans le travail, et le travail bien fait. Voilà. Monsieur le ministre, que faut-il faire? Il a tout dit. Qu'est-ce que faut-il faire? Pourquoi? Pour qu'il y ait l'état des droits, que les pouvoirs soient respectés réellement. Non, moi je crois que quel que soit le type de régime que nous allons adopter, qu'il soit parlementaire ou présidentiel, chaque type de régime a ses règles. Et dans ces deux types de régimes, il y a séparation des pouvoirs. Comme Dr Adamou l'a dit, il faut laisser chaque pouvoir jouer son rôle. Et que ceux qui font fonctionner, qui sont à l'intérieur de ce pouvoir, si je peux me permettre ce terme-là, qui tous les jours viennent faire tourner cette machine-là, et d'abord les moyens de faire fonctionner ce pouvoir. Si c'est le pouvoir judiciaire, qu'on leur donne une autonomie entière de fonctionner, qu'il n'y ait pas de trafic d'influence à ce niveau, qu'il n'y ait pas de nomination sur des critères autres que la compétence, et qu'on leur donne également les moyens financiers pour fonctionner. Ouais, peut-être quand ils auront suffisamment de moyens, ils ne peuvent pas être tentés. Alors les moyens, c'est à deux niveaux. D'abord, les émoluments qu'on leur verse, mais les moyens simples de pouvoir travailler. Donc, il faut revoir le traitement des magistrats. Ça, c'est les émoluments. Mais les moyens qui permettent aux magistrats de bien travailler. Le moyen matériel. Et également une certaine compétence. Le magistrat, puisqu'il a été formé dans ce métier-là, je présume qu'il est compétent. Intégrité et autres, c'est autre chose. Mais compétence, il doit être compétent. S'il n'est pas compétent, il ne peut pas avoir les qualifications qu'il faut pour être magistrat. Mais autour du magistrat, il y a d'autres agents également. Il faut que ces agents également soient compétents. Les greffiers, les secrétaires. Parce que nous avons eu à faire un peu à des dossiers en justice. Une instance judiciaire tranche, prend un acte, mais pour la rédaction, je laisserai peut-être maître me compléter, pour la rédaction de ce qui a été décidé, il faudrait, je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. Problème de niveau. Niveau, volonté aussi. Et des fois, il y a le niveau, mais les actes ne sont pas rédigés. Voilà. Maître Athanas, en un mot, puisque c'est vous qui êtes à plein pied dedans. En un mot, il faut mettre les moyens conséquents à la disposition des magistrats compétents, sérieux, pour que notre justice fonctionne. Faites un tour au palais de justice. Nous avons un bâtiment qui ne reflète pas l'image d'un état de droit. Et les magistrats travaillent sans moyens matériels, sans moyens financiers conséquents, ce qui pose donc le problème de l'application des textes. Et là, je m'en vais pour preuve, le nouveau code de procédure civile, commerciale et sociale intègre l'obligation faite aux juges de rédiger ces décisions avant de les vider. Mais faute de moyens, nous butons toujours à cette difficulté-là. Les décisions sont rendues, mais jamais rédigées. Les services de greffe sont dépourvus. Parfois, les greffiers se changent d'encre, d'imprimante en imprimante pour travailler. Lorsque c'est épuisé, il faut attendre. Des feuilles, des fois. Les feuilles, parfois, manquent. Heureusement que nous avons des partenaires comme le PNUD, l'Union européenne, qui nous accompagnent dans
Ou les justiciables aussi. Parfois, les qui ont justiciables demandé d'amener une rame. Et quand c'est les justiciables qui apportent quelque chose, je pense que les mains ne sont plus libres. C'est ça la corruption. Les mains sont libres et ça ouvre la porte Oui, déjà à la corruption. À la corruption. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre ce débat autour de la question des rapports entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. J'espère que vous avez su tirer quelques leçons de ce qui se passe entre les trois pouvoirs. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi aux invités. Merci Dr Adamou. Merci Maître Atanas Mbaïgano. Monsieur le ministre et président du Conseil constitutionnel, Mamat Amat Choukou. Merci surtout de votre disponibilité affichée. Mesdames et messieurs, merci également de votre fidélité et merci de nous avoir suivis cette émission. Chers auditeurs et chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.